Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous. Bonjour Dominique, merci de l'invitation. Oui, on m'a parlé de me parler, on est dans un séminaire autour de la communication et je voulais vous faire part de certaines réflexions autour de cette évolution de la communication des patients et l'impact absolument majeur qui est en train de se produire et qui peut avoir un lien direct du marque avec le problème du burn-out et du stress chez les soignants. Qu'est-ce qu'on constate? Vous le savez bien, en termes de communication, premièrement, les patients sont maintenant tout le temps sur Internet, en tout cas beaucoup d'entre eux. Je suis chirurgien à Gare, je m'occupe que de grands handicapés. Depuis 35 ans, je suis extraordinairement surpris de la capacité qu'ont les patients maintenant de venir avec une information forte dans laquelle ils ont été travaillés sur Internet. Mais il n'y a pas que ça. Ensuite, on voit que les blogs sont extrêmement importants. Les associations, mais au-delà des associations, le partage de l'information devient absolument majeur. Et puis enfin, on voit la rapidité de diffusion de l'information, en particulier en matière de santé, avec des événements récents autour notamment du médicament, qui peut avoir des effets assez délétères sur est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que ce qu'on nous dit est vrai? C'est valable pour le médicament, mais on pourrait parler des problèmes des agriculteurs en ce moment ou d'autres sujets. Et donc on voit bien que cet accès à l'information, elle est absolument bouleversante. Elle a deux conséquences clés. La première, c'est qu'une notion absolument essentielle pour être soigné et pour, entre guillemets, pas forcément guérir, mais aller mieux, c'est la notion de la croyance. Si vous ne croyez pas, votre résultat en termes thérapeutiques est moins bon. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été prouvés dans ce domaine. Et pour croire, il faut à un moment donné que vous puissiez participer de façon active, parce que vous considérez que vous avez une information qui est une information importante vis-à-vis de votre maladie, et vous êtes capable d'apporter des solutions. Regardez le succès considérable des médecines alternatives et complémentaires. Vous savez qu'il y a des patients qui sont en rechute de cancer, probablement 15 à 20%, qui préfèrent arrêter pour partir dans des médecines alternatives complémentaires. Quand on regarde les travaux, qu'est-ce qui ressort de ces études? C'est qu'ils ont eu le sentiment de ne pas avoir été écoutés et qu'on leur a, entre guillemets, imposé un traitement, alors qu'ils ont été capables, par une information qu'ils ont partagée, de pouvoir construire et croire au traitement qu'ils vont entreprendre. Donc, sujet absolument majeur de la croyance. On n'en parle pas assez. C'est l'effet placebo, l'effet nocebo, vous le connaissez bien. Probablement qu'il faut le mettre encore plus au goût du jour au regard de la circulation de l'information. Et puis, on a une deuxième conséquence qui est clé. C'est le problème de la reconnaissance des soignants. Si vous ne croyez plus, vous ne reconnaissez plus. Or, un des éléments majeurs dans un métier qui est un métier stressant, je ne parle pas du métier de chirurgien, je parle également du métier des aides-soignantes, des AMP, de tout le monde. On a des métiers qui sont des métiers de stress. Si en plus vous n'avez pas le sentiment d'être reconnu, vous n'allez pas bien. Et là encore, il y a une littérature extrêmement abondante sur le fait que quand vous n'allez pas bien, vous avez un impact direct sur la qualité du soin. Et vous voyez bien le cercle vicieux. Pas de croyance, pas de reconnaissance, des impacts sur le soin, et donc on tourne en rond. Et donc ça doit nous faire réagir, on ne peut pas rester comme ça, on est en train de se mettre dans un mur. Les chiffres qu'on a montrés, si on prenait le personnel soignant, vous savez, vous avez regardé la dernière étude du Conseil de l'Ordre, dramatique. Vous avez près de 40% des médecins qui se disent en dépression, ou dépressifs dans l'année. Vous en avez 12% qui ont des idées suicidaires. Mais encore plus grave, regardez les élèves infirmiers, regardez les internes. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude des internes, 29 000 jeunes médecins. Eh ben vous avez 4,2% d'internes qui ont une idée suicidaire dans le mois précédant l'enquête. Vous vous rendez compte? Et pareil pour les élèves infirmières. Donc on voit bien qu'il y a un impact majeur, absolument majeur. Et que dans ces impacts, le fait qu'il n'y ait pas cette reconnaissance, donc la perte quelque part du sens, fait que vous êtes démunis, encore plus quand vous avez des contraintes économiques, etc., qui vous tombent sur la figure. Où est le sens? Et donc ça nécessite qu'on réfléchisse. Et probablement, il y a des pistes absolument clés sur lesquelles il faut qu'on travaille. Premièrement, et vous êtes tous des femmes et des hommes de communication, comment assurons-nous une information médicale qui soit fiable, qui soit vraie? Comment pouvons-nous porter une vérité de l'information? C'est un sujet clé. Comment croire si on ne croit pas à la vérité de l'information? On a un deuxième sujet, c'est qu'on voit bien qu'au niveau des soignants, on a besoin de changer de paradigme. Finalement, tout ce qui est en train de se passer en termes d'accès à l'information des patients,
c'est que finalement, le pouvoir sur lequel j'ai vécu, sur lequel tous mes collègues autour de la salle ont vécu, on a vécu, c'était finalement le pouvoir du savoir. Maintenant, on voit bien que le pouvoir et de la relation, elle n'est plus sur le savoir. Le savoir, vous prenez votre smartphone, regardez les jeunes, j'ai 2 enfants internes, je vois mon fils cardiologue, il fait quoi comme tous ceux qui sont dans la salle? Quand on a besoin d'un truc, eh ben on va sur son smartphone pour avoir des informations clés sur les médicaments, les interactions, etc. Et regardez l'ineptie de l'ECN où on fait que de la connaissance, des pages et des pages de connaissances. La connaissance n'est plus la même. Cette connaissance du savoir, ce n'est pas la base de la relation. C'est remis en cause, puisque le patient se considère également un sachant, puisqu'il a l'accès à l'information. Et donc ça re-questionne complètement la relation entre les soignants et les soignés. Et donc on voit bien que le paradigme nouveau, la prouesse, c'est plus la prouesse qui est la prouesse technique ou la prouesse du savoir, que ce soit pour donner des médicaments, un dispositif médical ou faire de la chirurgie. La prouesse, c'est trouver avec le patient, le bon compromis correspondant à ce qu'il souhaite. Tout traitement a des avantages et des inconvénients. Tout traitement, quel qu'il soit. Et donc, c'est comment je construis avec un patient son projet thérapeutique. Et vous voyez bien ça paraît évident ce que je vous dis, mais vous voyez bien que c'est la révolution. Allez dans les consultations, je vois bien, quand j'en parle aux jeunes, on est à des années-lumière, parce qu'on ne nous a pas appris ça. Et donc, on est vraiment dans une logique complètement différente. C'est plus le patient au centre, on ne nous a tous pas appris. Mettons le patient au centre. Non, avec l'information qu'a le patient maintenant, c'est avec le patient. On construit avec le patient. Moi, je fais de la chirurgie, voilà, des gens tordus, des séquelles d'AVC, etc. Et ben, on travaille maintenant sur des logiques de contrat. Quand j'opère un patient pour une main tordue, c'est pourquoi? C'est pas pour avoir une main ouverte et avoir des degrés de mobilité. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le patient. Peut-être c'est une femme qui voulait mettre une bague, uniquement une bague. Et comment je fais pour qu'elle puisse mettre sa bague? Ça, c'est un contrat. Et vous savez que de plus en plus, on va être évalué, non plus sur des logiques de qualité de vie. On va être logique sur est-ce qu'on a atteint le contrat, ce que souhaite le patient. Et c'est toute la démarche que peut avoir Agnès Buzyn, qui est une démarche extrêmement positive. Soyons évalués sur ce qu'attendait le patient de la thérapeutique qu'on a co-construit avec lui. Vous voyez bien que on réfléchit à ce moment-là différemment. Et donc cette brouesse du compromis, c'est ça l'enjeu de notre médecine nouvelle. Et c'est ça l'enjeu que nous devons construire ensemble. Ça pose également un 4e point. Un 3e point qui est essentiel, c'est redonner du temps. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup au niveau de la ménage groupe. J'ai rejoint la ménage dans la logique du service. Comment on redonne du temps aux soignants? Du temps à la fois, du vrai temps et du temps dans la tête. Pouvoir se poser pour pouvoir écouter. Savoir écouter pour pouvoir réfléchir avec un patient et construire. On voit bien qu'il faut à la fois du vrai temps réel et puis une certaine liberté dans sa tête. Et donc cette notion de temps est essentielle. Quand on voit toutes les propositions qu'il peut émettre, des services informatiques, etc., des parcours, la digitalisation, il n'y a pas un critère clé qui est est-ce que ça fait gagner du temps pour redonner du temps dans la relation avec l'autre. Ce sujet, il est absolument majeur. Cette communication intime, elle est absolument clé de cette médecine différente que nous allons devoir exercer. Et puis donc, bien évidemment, ça remet en cause complètement notre système de formation. Pouvons-nous continuer à former des gens sur des logiques de connaissances ou est-ce qu'on doit travailler sur des logiques de compétences? Là encore, ça paraît évident, mais il faut faire cette transformation qui est absolument majeure. La compétence d'écouter, la compétence de savoir que maintenant on construit un projet parce qu'on est en relation avec l'autre, que l'aide-soignant, la MP est aussi importante dans la décision que le docteur. Et vous voyez bien que derrière ça, c'est une logique de service. On n'est plus dans le produit, dans le dispositif médical. On est donc dans le service qui permet aux soignants de pouvoir acquérir ces compétences, et ces compétences en particulier de relation à l'autre. Voilà, donc je pense qu'on nous sommes dans une vraie révolution de cette communication. Les outils sont obligés de nous re-questionner. Alors on a 2 solutions. Soit on subit, et puis regardez le malaise. Je reste absolument convaincu, on fait des travaux dans ce sens à la MNH, qu'une des causes profondes du malaise, c'est pas forcément toujours des problèmes de moyens. C'est cette modification de cette relation intime avec le patient où on se sent plus reconnu. Et donc, plus reconnu, plus de sens, vous êtes paumé. Et puis, on a une autre solution. Soit on prend ça à bras-le-corps
Et effectivement, on va reconstruire une médecine extrêmement positive. Mais je pense que pour ce sujet-là, c'est évident qu'il faut tous chasser en meute, comme on dit. C'est plus un problème que des docteurs, c'est plus un problème des industriels, c'est un problème de tous ensemble. On doit repenser et imaginer cette médecine nouvelle parce qu'on est un peu bousculé, mais je pense que c'est une chance d'être bousculé. Je vous remercie.